Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre bulletin d'information à la sauce estivale. Nous sommes le mardi 6 août 2024, vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et la ferveur populaire, Le Média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Mais nous ne lâchons pas le combat et nous engageons un recours. Vous êtes déjà plus de 43 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez-la sur tnt.lemediatv.fr. Nous avons également récolté plus de 269 000 € de dons. Merci, continuez à nous soutenir, même pendant l'été. Les médailles, les feux d'artifice, la grandeur de la France, la foule en liesse, les monuments de la capitale. Merci qui ? Merci Macron, voyons. Cette moisson de médailles, on la doit à cet engagement et cette volonté du président de la République pour que la performance, pour que le haut niveau, au niveau sportif, soit évidemment récompensé. La ministre démissionnaire de la Culture vante le versement de salaire à 670 athlètes. Bon, encore une belle vitrine pour faire oublier un amendement rejeté en 2021 pour subventionner le sport amateur en France, plutôt que de verser des millions aux grandes entreprises dans le business du sport et des sponsors. Derrière les paillettes, la réalité de ces jeux, entre autres, ce sont ces gilets violets. Vous savez, ces agents de quai du métro embauchés à l'occasion des JO pour guider les touristes qu'on a vu parfois accompagnés de Jean Castex ou Valérie Pécresse pour la photo. Libération révèle que ces agents sont les champions olympiques des contrats précaires. Depuis la fin de la semaine dernière, l'inspection du travail a été saisie sur les conditions d'exercice de ces gilets violets, raconte Libé. Le journal rapporte des journées de 10h15 avec 45 minutes de pause, l'interdiction de s'asseoir, pas de salle de pause ni de vestiaire, ou l'absence de bouteilles d'eau alors qu'eux-mêmes en fournissent aux voyageurs. Les salariés ont été recrutés par des prestataires, notamment City One et Samsic, avec des CDD parfois de 2 jours renouvelables. Un énième revers de la médaille de Paris 2024. Alors on se pose la question, Macron fait-il semblant devant les invités ? À la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le président Emmanuel Macron a accueilli une quarantaine de grands patrons internationaux à l'Élysée. Parmi eux, des figures du monde des multinationales comme Elon Musk, PDG de Tesla et X, James Kinsey de Coca-Cola ou encore Xu Zhiqiu de TikTok. D'autres leaders tels qu'Alibaba, Samsung, Airbnb ou encore ArcelorMittal étaient également présents. Celui, souvent surnommé comme président des riches, voulait rassurer ses dirigeants sur la stabilité politique et économique de la France après la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron, qui a décidé de maintenir un gouvernement malgré sa défaite aux élections législatives. Élections qui n'ont donné aucune majorité absolue et le NFP en tête de peu. Face à ces incertitudes, plusieurs entreprises ont ralenti leur investissement en attendant une clarification de la situation politique. C'était donc opération séduction pour le chef de l'État qui mise sur l'investissement étranger. Vous savez, ces entreprises qui viennent, prennent le savoir-faire, font des plans sociaux et délocalisent. L'Élysée a notamment insisté sur les 5 années consécutives où la France a été le premier choix en Europe pour les investissements étrangers, selon le baromètre du cabinet EY. Le président du MEDEF, Patrick Martin, a lui-même exprimé ses préoccupations, évoquant une inquiétude dans le milieu des affaires français. Le patron des patrons a mis en garde contre le programme économique proposé par l'Alliance de gauche, qui pourrait, selon lui, nuire gravement à l'emploi. C'est sûr que la fin des cadeaux aux entreprises ou la hausse des salaires, ça effraie dans la sphère patronale. En fin de compte, cette réunion s'inscrit dans une stratégie plus large d'Emmanuel Macron pour maintenir la France comme une destination privilégiée pour les investissements internationaux, renforçant sa politique tournée vers les plus riches, tout en naviguant à contre-courant à travers les eaux tumultueuses de la politique nationale. Les Jeux Olympiques de Paris sont perçus comme une vitrine internationale et Macron veut s'assurer que cette opportunité renforce plutôt que fragilise la position de la France sur la scène économique mondiale. Et tout comme avec les chefs d'entreprise, Emmanuel Macron se montre particulièrement chaleureux avec les athlètes français lors de ces Jeux. En bon père du peuple, le président se montre aux premières loges de toutes les compétitions sportives et n'hésite pas à multiplier les gestes de tendresse avec les différents champions olympiques lors des différentes épreuves. Pour rappel, Emmanuel Macron avait tout de même promis une trêve olympique et politique en amont des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais le président est loin de se tenir en retrait.
Depuis le début des compétitions, il enchaîne les apparitions sur les sites olympiques et les interventions sur les réseaux sociaux pour féliciter les athlètes français. Cette omniprésence, loin de passer inaperçue, suscite de vives critiques qui l'accusent de vouloir détourner l'attention de ses récentes déconvenues politiques, notamment ses échecs électoraux. Pour certains, Macron tente de regagner en popularité en se posant en soutien indéfectible des champions français, au point que son attitude est qualifiée de, je cite, « récupération politique flagrante ». Ses étreintes et gestes affectueux envers des sportifs comme Teddy Riner, Antoine Dupont ou encore avec la superstar naissante Léon Marchand ont été jugés inappropriés par des personnalités comme Sandrine Rousseau, relançant des polémiques sur le style présidentiel déjà pointé du doigt après la Coupe du Monde de football 2022. Vendredi dernier, peu avant son départ pour Brégançon, Emmanuel Macron s'est déplacé à Versailles, où les prestigieux jardins du château servent de cadre aux épreuves d'équitation. Parmi les cavaliers en lice, Simon Delestre, 43 ans, vétéran de la discipline, a été interrogé sur la présence du président dans les tribunes. Sa réponse a été sans ambiguïté, je cite « C'est pas pour lui qu'on fait ça ». Une déclaration rapportée par une journaliste de France Télévisions présente sur place. L'opposition reproche également à Macron d'avoir mis en pause les décisions politiques majeures, notamment le choix d'un nouveau Premier ministre, pour se concentrer sur l'événement sportif ou avoir le temps de décider d'un gouvernement excluant le NFP. Cette stratégie est dénoncée comme un moyen de retarder des choix impopulaires en s'abritant derrière l'enthousiasme national autour des JO. Pendant ce temps, Macron s'essaye à des jeux de mots pour célébrer les victoires françaises sur les réseaux sociaux. Trop cool notre président. La trêve olympique ne pourra pas masquer indéfiniment les défis politiques auxquels Macron est confronté. Et dès la fin des JO, les tensions politiques et les critiques devraient revenir sur le devant de la scène. La gestion de l'après-JO pourrait alors se révéler délicate pour un président qui joue actuellement la carte de l'unité nationale à travers le sport. Nos territoires se réchauffent et ce n'est pas anecdotique. Même si ce sujet a du mal à attirer les unes ou les podiums, le changement climatique est bien là et concret. Selon la tendance actuelle, Rennes aura en 2050 le climat que les habitants d'Istanbul connaissaient avant les années 2000. Brest, celui de Concepción au Chili. Paris aura le climat de Seymour en Australie. Encore un exemple, Marseille sera similaire à Beja au sud du Portugal. C'est l'ONG d'enquête journalistique Splan qui nous informe de cela. L'étude vient de l'INRAE, basée sur les données du GIEC. Leur carte interactive, Climate Change Explorer, permet de comparer des villes pour se rendre compte du climat en 2050 avec plusieurs scénarios, des moins pires aux extrêmes. Le GIEC a estimé plusieurs scénarios de réchauffement suivant les politiques mises en place. Si les accords de Paris étaient respectés, les groupes d'experts mondiaux prévoient plus 1,6 degrés à moyen terme, entre 2041 et 2060. Le scénario le plus probable est actuellement celui qui prévoit plus 2 degrés à l'horizon 2050. Mais le GIEC prévient, il existe un scénario de plus 4 degrés à la fin du siècle. Il faut donc anticiper les dérives climatiques. Les conséquences à 1,5 degré sont concrètes et on commence déjà à les voir et même à les subir. Vagues de chaleur plus importantes, sécheresses plus longues, pluies diluviennes, inondations, montée du niveau des mers et océans, ce qui pourrait conduire à des ruptures d'approvisionnement alimentaire, impact sanitaire avec des maladies, raréfaction des ressources en eau et énergie. Cela fait des dizaines d'années que la communauté scientifique alerte et donne ses recommandations d'action. L'ONU alerte aussi. Les travaux de recherche montrent que 3,6 milliards de personnes vivent déjà dans des zones très sensibles au changement climatique. Entre 2030 et 2050, on s'attend à ce que le changement climatique entraîne près de 250 000 décès supplémentaires par an, dus uniquement à la dénutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress lié à la chaleur. Les morts dus au changement climatique par an sont encore difficiles à quantifier, mais les scientifiques qui s'y essaient les comptent en millions. Au début de l'été, l'Inde a connu une canicule où les 50 degrés ont été dépassés, causant des dizaines de morts. Même si des avancées sont notées, des limites ou frontières planétaires sont déjà dépassées, ce qui perturbe énormément la capacité de l'humanité à prospérer sur Terre. Et les scientifiques sont unanimes, il faut aller plus vite. Un point sur l'actualité internationale maintenant. Au Moyen-Orient, la course contre la montre continue pour éviter un embrasement dans la région. Anthony Blinken a convoqué tout à l'heure une réunion d'urgence à la Maison-Blanche, l'occasion pour le secrétaire d'État américain d'appeler à la désescalade. De même pour Emmanuel Macron, qui a pu discuter avec son homologue émirati sur la question et appeler une nouvelle fois à la retenue des différents camps. L'Organisation de la coopération islamique, elle, doit se réunir demain à la demande de la Palestine et l'Iran pour parvenir à, je cite, une position islamique unifiée dans la région.
Une réunion qui intervient après que l'Iran ait envoyé plusieurs signaux d'une attaque imminente sans toutefois agir. D'un autre côté, les autorités libanaises ont annoncé aujourd'hui la mort de 5 combattants du Hezbollah dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban. De même en Cisjordanie occupée, où 4 personnes ont été tuées dans la région de Jénine et 4 autres dans le district de Tubas, dans un raid de Tsahal. Parmi les morts, un adolescent près d'un hôpital. L'armée israélienne dit avoir ciblé des cellules terroristes armées dans la région de Jénine, mais n'a pas fourni d'informations sur le bilan humain. Sur le même ton, le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, a expliqué dans une conférence qu'il était, je cite, « justifié et moral de bloquer l'aide humanitaire distribuée à Gaza », mais que selon lui, la communauté internationale ne se laisserait pas faire. Et dernière information, l'ONG israélienne B'Tselem vient de sortir un rapport appelé « Welcome to Hell » sur la torture des Palestiniens dans les prisons israéliennes. Rapport qui, je vous préviens, peut choquer, mais que je vous invite tout de même à consulter. Sur un tout autre thème, vous aurez sûrement entendu parler de la situation au Bangladesh. Le pays est marqué par de nombreuses manifestations. En cause, l'opposition à un système de quotas dans les emplois gouvernementaux et la demande de réformes plus larges contre la corruption et la mauvaise gestion économique. Des manifestations marquées par de violents affrontements depuis juin et qui ont fait plus de 300 morts. Violences qui touchent par ailleurs la minorité hindoue au Bangladesh. Des lieux de culte et des représentants religieux sont devenus la cible de l'extrême droite et du Bangladesh Nationalist Party qui profitent de ce mouvement de contestation pour envenimer la situation. Ces manifestations ont récemment poussé la première ministre Sheikh Hasina à démissionner et au président Mohamed Shahshabuddin à dissoudre le Parlement. Suite à ces événements, l'armée bangladaise a pris hier le pouvoir et a annoncé la formation d'un gouvernement intérimaire. Décision qui est loin de faire l'unanimité auprès de la population et en particulier des étudiants à l'origine des grandes manifestations. Ces derniers ont à plusieurs reprises exprimé leur méfiance vis-à-vis de l'armée et souhaitent voir Mohamed Yunus pour diriger le gouvernement intérimaire. L'ancien prix Nobel de la paix a obtenu ce titre en 2006 pour avoir aidé à sortir de la pauvreté des millions de personnes en partie grâce à sa banque de microcrédit Grameen Bank. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et la ferveur populaire, le média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Mais nous ne lâchons pas le combat et nous engageons un recours. Vous êtes déjà plus de 43 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez-la sur tnt.lemediatv.fr. Nous avons également récolté plus de 269 000 € de dons. Merci. Vous rêvez d'une autre info sur la TNT? Nous aussi. Force à nous, force à vous. Et force à tous ceux qui nous regardent, qui nous partagent, qui nous aiment et qui nous financent. Belle journée à tous sur Le Média.